quelques mots de brève présentation. Donc, je m'appelle Thomas Paris, je suis chercheur au CNRS, donc l'institution qui s'occupe de la recherche en France, et plus précisément dans deux laboratoires de recherche à l'École Polytechnique et à HEC School of Management. Et je suis chercheur en gestion, alors je suis un peu un ovni dans cette assemblée, je ne suis pas économiste, c'est-à-dire que l'objet principal sur lequel je travaille, ce ne sont pas les chiffres, mais plutôt les mécanismes organisationnels, les logiques des acteurs, les contraintes, les problématiques des acteurs économiques. En gestion, on travaille beaucoup à partir de la compréhension du point de vue micro-local des acteurs économiques. Alors, les réflexions que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent de travaux que je mène depuis 10 ans à peu près maintenant sur les industries culturelles, au départ sur le droit d'auteur, ensuite sur les questions de la diversité culturelle, puis sur les problématiques liées à la numérisation. Et depuis quelques années, avec le soutien du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie en France, j'ai initié des travaux autour de la question des structures de la créativité. C'est ce dont je vous parlerai aujourd'hui. Il s'agit de comprendre comment l'environnement, au sens très très large, contribue à favoriser ou non l'émergence de la créativité. Donc je préciserai un petit peu ce que j'entends par ces termes. Et alors j'ajoute simplement pour attirer un tout petit peu votre sympathie, parce que je vais avoir un discours un peu technique, un peu froid, de gestionnaire, que je suis aussi depuis 2 ans l'auteur de 2 romans qui ont été publiés en France, et dont un sera traduit en italien, donc je contribue modestement à la circulation et à l'échange interculturel. Alors, je vais pas revenir sur les choses qui ont été dites ce matin, mais simplement pour préciser le cadre de ce qu'est ma réflexion. Je rappelle que je partage largement l'idée d'importance de la culture sur un plan politique, sur un plan économique, sur le plan du développement harmonieux de l'humanité. Et donc, ils seront en toile de fond de tout mon exposé, même si parfois, j'espère que ça ne se manifestera pas trop violemment à vos yeux, le discours peut paraître peut-être un petit peu iconoclaste. Alors, je voudrais développer 3 points aujourd'hui, et pour rentrer directement dans le vif du sujet, on m'a proposé comme thème de réflexion la question de la créativité dans les sources financières, et tout mon exposé contribuera en fait à montrer que ce n'est pas la bonne question. Dans la question de la créativité dans les sources financières, il y a une espèce d'ambiguïté et que j'essaierai de résoudre en disant que le problème n'est pas tant d'être créatif dans les sources financières, mais de trouver les sources financières pour générer de la créativité dans la création culturelle. Donc ça, ce sera le premier point, en disant que l'important n'est pas de où trouver l'argent, mais comment bien l'utiliser. Le deuxième point que j'aborderai sera de revenir sur les raisons économiques qui justifient un soutien à la culture. Pourquoi il faut soutenir la culture ? C'est des choses qui peuvent être connues, mais c'est important d'y préciser dans le cadre de la construction d'un nouveau mode de soutien ou de financement. Et troisième point, je m'intéresserai ou je m'attarderai sur le contexte aujourd'hui qui fait que la question se repose. En gros, le contexte, c'est la mondialisation d'un côté et l'émergence du numérique et d'Internet de l'autre. Et en essayant de vous montrer que derrière ce contexte, on peut déceler à la fois des risques et des opportunités. Alors, dernier petit préalable avant de développer ces points, les problématiques en termes de gestion, en termes économiques qui se posent, sont très très différentes selon les différents secteurs. On n'a pas du tout les mêmes problématiques, les mêmes questions dans les arts plastiques par exemple, ou dans la musique ou le cinéma. Et je me focaliserai aujourd'hui, mais je pense que par contre le débat pourra être élargi aux autres secteurs, je me focaliserai aujourd'hui sur les industries culturelles, donc on a vu dans le deuxième cercle ce matin, et sur la création, parce que c'est sur ces secteurs qu'à mon avis se portent les enjeux les plus nouveaux. Alors le premier point, donc, c'est que la question du niveau de financement n'est pas le point clé dans le soutien à la culture, pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que globalement aujourd'hui les sources de financement existent, fonctionnent assez bien.
On produit par exemple plus de films en Europe qu'aux États-Unis. Que des systèmes de financement, on a fait preuve de beaucoup de créativité dans les systèmes de financement. Il y a un certain nombre de systèmes de financement public qui existent aujourd'hui dans les différents pays européens. J'en cite quelques-uns, les taxes affectées, les exemptions fiscales, les obligations d'investissement, la loterie nationale au Royaume-Uni notamment, les crédits d'impôt, la défiscalisation, les divers systèmes d'encouragement du mécénat, la diminution de la TVA, les subventions, etc. Donc en matière d'outils financiers, on ne manque pas forcément de créativité. Donc le panel de solutions existe en Europe et est suffisamment riche. Mais pourquoi il est important de se reposer la question du financement et pourquoi elle peut être problématique? Parce qu'un point important à avoir en tête, c'est qu'un financement abondant, ou trop abondant, peut aussi être source de problèmes et peut générer des effets pervers. Alors pourquoi? D'abord parce que le financement peut engendrer deux risques, deux effets inflationnistes. Alors le premier, c'est que plus on soutient, plus assez naturellement, les acteurs qui sont soutenus, les acteurs économiques qui sont soutenus et qui seront assez naturellement fragiles, j'y reviendrai, auront besoin d'être soutenus. Donc on a une espèce de cercle vicieux qui fait que plus on donne de l'argent, plus il faudra donner de l'argent. Et le deuxième point, c'est que dans les industries culturelles cohabitent deux types de biens, pour être très très caricatural, des biens culturels globaux, c'est-à-dire qui évoluent sur un marché global. On peut prendre comme exemple Harry Potter, après la question de la culture peut se poser, ou des films hollywoodiens. Donc ces biens-là évoluent d'emblée sur un marché global, et à côté de cela, on a des biens culturels beaucoup plus locaux ou de niche, ou de recherche, enfin on peut trouver un certain nombre de qualificatifs. Et la difficulté, c'est que ces deux types de biens, qui fonctionnent sur des économies assez radicalement différentes, s'appuient sur les mêmes outils de production et de diffusion. C'est-à-dire que pour faire un film, les producteurs qui veulent faire un film, des producteurs ou des réalisateurs qui veulent faire un film beaucoup plus confidentiel, beaucoup plus innovant, etc., devront utiliser des acteurs dont les salaires seront à peu près alignés sur les acteurs qui font des films hollywoodiens. Dans les salles de cinéma, ces films-là seront en concurrence avec des films qui auront un plus gros potentiel, etc. Donc la difficulté, c'est qu'on a deux économies très très différentes qui s'appuient sur les mêmes outils de production et de diffusion. Et donc ce qui fait qu'on a une espèce d'alignement des coûts des films à potentiel moindre sur les films à potentiel global. Donc ce qui fragilise cette deuxième économie. Alors pour les économistes, c'est en fait ce que j'explique là, c'est une extension de la loi de Baumol aux industries culturelles. Alors deuxième point sur la question des sources de financement, c'est que derrière cette question n'émergent pas ou n'apparaissent pas les deux questions qui me semblent à moi essentielles dans le cadre de favoriser la créativité. La première, c'est que les gens qui éprouvent le besoin de s'exprimer par n'importe quel moyen d'expression culturelle puissent le faire. C'est-à-dire c'est la question de la disponibilité des outils de production. Et ça, la question du financement ne règle pas cette question. Donc c'est la question de la disponibilité des outils de production ou la question des barrières à l'entrée pour les créateurs. Et la deuxième question, c'est que les créateurs puissent avoir la possibilité de rencontrer leur public. Et là, derrière, en toile de fond, ce qui se pose, c'est la question de l'accès aux modes de diffusion, aux salles de cinéma, par exemple, dans lesquelles sont en concurrence des films à petit potentiel et des films à gros potentiel. Et ce sont ces deux questions-là qui me semblent très, très importantes dans le cadre de toutes les réflexions qu'on aborde aujourd'hui, et qui doivent, à mon avis, précéder et encadrer celles des sources de financement. Et ces questions incluent évidemment la question des sources de financement, mais aussi les questions de problèmes de barrières à l'entrée pour les créateurs. Alors, ce matin, quelqu'un a évoqué le fait qu'il y avait peu de créateurs qui étaient représentés ici. Il y a une catégorie qui est encore moins représentée que les créateurs, c'est les aspirants créateurs, ou les aspirants entrepreneurs des industries culturelles. Ceux-là, par nature, ne sont pas représentés. Or, c'est eux qui vont dynamiser et apporter la créativité dans ces industries.